Alors, ben, écoutez, c'est un colloque sur le conte. Alors, écoutez, un jour, l'eau, le feu et la réputation vont faire une promenade en forêt. Ça n'arrive pas souvent. L'eau dit, moi, si vous me perdez, eh bien, vous creusez, vous allez finir par me trouver. Le feu dit, moi, si vous me perdez, vous regardez au loin. Et si vous voyez de la fumée, je suis là. Mais la réputation, elle dit, moi, si vous me perdez, ne me cherchez plus, parce qu'une réputation perdue ne se retrouve plus. Il y en a qui sont courts, hein? Il y a des contes qui sont courts. Alors, je regardais le programme d'aujourd'hui, et puis c'est beaucoup une réflexion de chercheurs, mais moi, mon apport va être axé aussi sur la pratique du conte contemporain. Comment ça se déroule maintenant, comme on m'a présenté. Je suis un conteur de métier, j'ai travaillé dans plusieurs pays, un peu partout dans le monde, et j'ai organisé un festival qui m'a aussi amené vraiment dans plein d'endroits, rencontrer plein de gens qui sont actifs dans le milieu du conte dans différents pays. Alors, les enjeux du conte contemporain. Bon, c'est difficile de parler des enjeux du conte contemporain si on ne recule pas un peu quand même pour retracer l'évolution du conte dans le temps, dans l'espace. Et le conte, ça a toujours été très présent, comme vous le savez, chez l'humain, je dirais. Ça a été une première forme de communication. Vous savez très bien que l'oralité, la parole est arrivée bien avant l'écriture. Et de toute l'histoire de l'humanité, le conte a servi à transmettre et à communiquer. Et c'était en fait l'éducation durant des milliers d'années, on formait, si on veut, en racontant une histoire. On ne disait pas un chasseur qui tirait trop vite, tire plus lentement. On lui racontait l'histoire du chasseur qui n'attendait pas le bon moment pour tirer. Bref, on parlait, on transmettait les connaissances beaucoup plus avec le récit, avec une forme déjà d'un autre niveau, c'est-à-dire une forme imagée. Et le conte, ben, ça s'est transmis de génération en génération. Et n'oubliez pas, de tout temps, les gens se retrouvaient en groupe, en famille, et avaient du temps, si on veut, à passer, et on occupait les soirées à se raconter des histoires et à transmettre souvent le récit des peuples d'une génération à l'autre. Et d'ailleurs, il y avait en Afrique, où le conte a toujours été présent, mais comme ailleurs, hein, une grande chef, si on veut, de tribu, qui parlait à son peuple qui allait se battre et incitait ses guerriers à bien protéger le conteur, parce qu'il en amenait un pour qu'il puisse observer et raconter l'histoire. Parce qu'elle leur disait, ça ne donne rien si on va livrer une bataille et qu'on ne peut pas la raconter après. Donc, il reste rien s'il n'y a pas quelqu'un pour témoigner. Les conteurs ont toujours été ces espèces de témoins, ces porteurs de mémoire, ces porteurs d'histoire. Et bon, ben, comment aborder le rôle du conte, sa pérennité, sa mouvance dans la société, parce que quand même, les temps ont un peu changé, n'est-ce pas, depuis cette époque. Et de tout temps, le conte a été universel, intemporel, et ça s'adresse à tous les publics, que ce soit enfants, adultes, même encore aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à organiser le festival en 93, écoutez, à l'époque, sans blague, des fois, les gens me demandaient le conte, c'est quoi, là, tu sais,
ça demandait, là. C'était vraiment, ça avait été complètement oublié. Et puis, les gens disaient, « Ah oui, 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 c'est pour les enfants. » Bien sûr, c'est pour les enfants. Je disais, ben, oui, c'est peut-être pour les enfants, mais c'est autant pour les adultes, peut-être même plus. Enfin, il y avait beau dire, il y avait beau répondre ça, mais les gens disaient, oui, peut-être, mais pas pour moi. Bon, alors, ça a toujours été, puis ça l'est encore, hein, quelque chose à gagner. Alors, ça a été une première forme presque littéraire, si on veut, de l'humanité. Écoutez, il y a 6000 ans déjà, on parlait de Gilgamesh, Homère avec l'Iliade et l'Odyssée. Et finalement, ben, ça s'est transmis et ça s'est rendu, ça a évolué à travers les siècles. Petit détail, en Europe occidentale, le genre littéraire s'épanouit à partir là, du 14e siècle. Mais saviez-vous qu'il y avait eu un renouveau du conte en France au 17e siècle? Et c'est le conte merveilleux, emprunté à la tradition orale, qui est devenu la coqueluche des salons de l'élite intellectuelle. Ça s'est mis à revivre. On se racontait à la cour des contes merveilleux et on adorait ça. C'était peut-être, je dirais, le premier renouveau du conte, le premier vrai renouveau du conte. Mais bon, je pense que dans toutes les sociétés, ça a continué pendant des décennies. Mais le 20e siècle a été, je dirais, un siècle plutôt difficile pour le conte. Ça a commencé avec l'avènement au début du 20e, avec l'avènement du livre de poche. Avant, c'était la prérogative des gens éduqués qui avaient les moyens de s'acheter des livres, d'avoir des bibliothèques, de pouvoir, et de savoir lire d'ailleurs. Mais il y a eu par la suite vraiment un accès à l'éducation et les gens ont commencé à lire de plus en plus. Ce qui fait que les gens n'étaient pas obligés de se rendre ou faire partie d'un groupe ou de rencontrer un conteur pour avoir accès à ces histoires-là. On a commencé à les lire. Par la suite, vous savez, est arrivée la radio qui, vraiment, là, a comme un peu, là aussi, beaucoup affecté le public, si on veut, qui était qui était dédié aux conteurs, si on veut, qui était occupé, le créneau qui était occupé par les conteurs. Et évidemment, le coup de grâce a été donné par la télévision au début des années 50, qui là vraiment a, c'est pas moi, complètement, pour ainsi dire, coupé le lien avec les conteurs. Curieusement, moi, quand j'ai commencé à compter, en fait, j'ai toujours compté, mais quand j'ai commencé à faire le métier, début des années 90, bon, on cherche toujours un peu d'où ça vient, tout ça. Et je me disais, je comprends, il n'y a pas de compteur dans ma famille, que j'ai une facilité avec la parole, j'avais toujours compté, même quand il ne se passait rien, je racontais quelque chose. Mais je me disais, est-ce que ça vient de quelque part? Et je m'étais informé auprès de mes parents. Et qui m'avait dit, il y a ta tante Antoinette qui racontait des histoires. Et là, moi, je voulais la rencontrer pour qu'elle me raconte ses histoires. Puis là, écoutez, c'est parce que, il faut que je vous dise, c'était des grosses familles. Hein. Du côté de mon père, c'était 12 enfants. Du côté de ma mère, ma grand-mère en avait eu 17 et elle en avait perdu. Dans ce temps-là, elle disait heureusement que le bon Dieu vient nous en chercher. Ça faisait trop de bouche à nourrir. Imaginez-vous quand ça s'assoyait à table. Bref, quand j'ai demandé de rencontrer la tante Antoinette en question, on m'a appris qu'elle était décédée depuis 2 ans. Je ne le savais pas. Et là, je me suis mis à réfléchir à ça et je me suis rappelé effectivement que la tante Antoinette en question, elle racontait. Et je me suis souvenu quand j'étais enfant et qu'on se retrouvait, les familles, ça faisait du monde, hein? Ça faisait des 50, 60,
soit dans les maisons des grands-parents, soit, si c'était trop de monde, on louait un endroit, la grand-mère louait un endroit ou le grand-père, et on se retrouvait là. Et je me rappelle, la tante Antoinette, elle nous avait rassemblés pour nous raconter une histoire. C'était une histoire de loup-garou, je ne sais pas trop quoi. Et je me suis rappelé qu'après peut-être une minute ou deux que ma tante racontait, lui avoir dit que c'était pas intéressant son histoire et que maintenant il y avait la télévision. M'en suis voulu, inutile de vous dire, mais moi je suis dans 50, je suis un enfant de la télévision. Si on se rappelle, c'est arrivé ici en 52 et à partir de ce moment-là, moi je me rappelle enfant, je vivais devant la télévision. Pas tout le temps, là, mais façon de parler. Mais à l'époque, ça commençait, il y avait plein d'émissions pour les enfants, tout ça. Enfin, bref, j'avais pas été intéressé. Alors, je m'en suis bien voulu, là. J'aurais bien voulu avoir ces histoires. Si on continue, après, dans les années 50, 60, 70, même 80, on a arrêté d'écouter les conteurs. Il y a eu ce qu'on pourrait peut-être appeler un pseudo-passage à la modernité. Et des conteurs au Québec, il y en avait. Il y en avait encore beaucoup. Dans les campagnes, dans les villes, il y en avait. Mais on a fait à peu près ce que j'ai fait avec ma tante Antoinette. On a arrêté de les écouter. Et un conteur qui n'a pas de public, il ne peut pas compter. Il peut pas... Il n'y a pas de public, il n'y a pas d'oreille, il ne compte pas. Et d'ailleurs, ça faisait... les compteurs ont arrêté eux-mêmes de compter parce que ils se faisaient dire que c'était d'une autre époque. C'était comme dépassé. Je me rappelle une anecdote. Il y a en France des pionniers du renouveau du conte qui a commencé fin des années 70, années 70. Bruno de la Salle, Annikis, puis je me souviens plus, il était 3. Enfin bref, il était venu au Québec, je pense que c'est fin des années 60, début 70. Et Bruno de la Salle me racontait qu'ils étaient comme invités, si on veut, de la France au Québec. Ça avait commencé. Puis là, on dit, qu'est-ce que vous aimeriez faire, rencontrer? Alors, ils avaient dit, on aimerait rencontrer des conteurs. Et vous savez ce qu'ils se sont fait répondre? Il n'y a plus de ça ici. Et ils étaient insultés parce que c'était comme être considéré comme faisant partie d'une société ancienne, dépassée. Et ils ont vraiment insisté et ils se sont presque fait rabrouer en se faisant dire « Non, il n'y a pas de ça ici ». Puis ils savaient qu'il y en avait, et c'est vrai qu'il y en avait. Et ils n'ont pas réussi à en rencontrer parce que, comme je vous dis à l'époque, si on avait quelqu'un qu'on connaissait qui était conteur, on n'en parlait pas. Et donc, il y a eu, comme... c'est des mouvements de société, ça, hein? C'est des changements d'époque. Le Québec était très préoccupé à rebâtir son identité. C'est curieux qu'on ne soit pas allé du côté des contes, mais non, la musique traditionnelle est revenue, tout ça, mais pas le conte. Et on ne voulait plus projeter cette image d'un peuple, je ne sais pas moi, qui n'est pas moderne, si on veut, appelons ça comme ça, je ne sais même pas comment exactement décrire, mais on voulait projeter une image moderne avec l'Expo 67, on était tourné vers les nouvelles technologies, et c'est une histoire de peuple. Mais n'allez pas penser que c'était comme ça uniquement ici. C'était ce phénomène-là, durant ces années 60, 70, c'est un phénomène occidental, je dirais, parce que je suis allé à un festival aux États-Unis, en Indiana d'ailleurs, à Bristol, Indiana,
en 95, et je m'informais, hein, comme n'importe qui l'aurait fait, si on veut, en allant à un festival de contes, comment c'est venu. Et l'organisateur, qui s'appelait Ken Guy, me disait que, bon, l'hypothèse, c'était que dans les années, fin des années 60, dans le mouvement hippie, les jeunes qui vivaient dans la rue, qui vivaient d'amour et d'eau fraîche, ça suffisait pas tout à fait. Il fallait qu'ils gagnent un petit quelque chose. Et il y a des gens qui avaient commencé à s'installer au coin de 8 et Ashbury, à San Francisco, et ils racontaient les histoires qu'ils avaient entendues de leur mère, de leurs parents, tout ça. Ils mettaient un chapeau, puis ils gagnaient un peu d'argent comme ça. Et c'est une hypothèse qui... et il y a des gens qui aimaient ça, il y a des gens qui s'y ont intéressés. On parlait, là-bas, on disait que le mouvement, le renouveau du conte aux États-Unis était peut-être né de ça au cours de fin des années 60. Donc, dans tous les pays, même en France, hein, durant ces années-là, de ce que j'ai pu savoir, des informations, des gens, des questions que j'ai posées, des gens que j'ai rencontrés, il y a un peu le même phénomène qui s'est produit différents pays en Europe. Donc, on a rompu avec la tradition des conteurs pour vivre d'autres activités de société, notre évolution. On était occupés à réfléchir à d'autres moyens de communication et à d'autres moyens d'entrer en communication les uns avec les autres. D'ailleurs, moi, au début des années 70, je suis photographe, conférencier de voyage dans différents pays dans le monde, puis je fais des conférences sur comment j'ai vu le pays, tout ça. Et à l'époque, ça a commencé beaucoup en audiovisuel. Et j'étais le premier à dire, dans les années 70, que le livre, c'était fini, que c'était pour être remplacé par l'audiovisuel. Alors bon, écoutez, j'ai changé d'idée assez rapidement. Mais à l'époque, c'était comme un courant, si on veut. C'était l'avènement... Écoutez, là, pour vous autres, c'est peut-être de la préhistoire, là, mais c'était l'avènement de la vidéo. Là. On appelait ça le demi-pouce. C'est un ruban à peu près cette largeur-là, sur un magnétoscope. Et c'était vraiment... c'était beaucoup moins cher que le film, et c'était donc un accès à tout le monde. Il y avait le phénomène avec le vidéographe qui voulait donner le moyen de faire des montages, si on veut, de produire à tout le monde. C'était une accessibilité. Donc, on était un peu dans cette mouvance. Et ça a duré des années 70, 80. Et dans les années 80, peut-être 85, moi, j'ai toujours été en contact avec des anthropologues, parce que, bon, j'ai été photographe de fouilles archéologiques, tout ça. Et les anthropologues ont une sensibilité à la tradition orale. J'étais en contact avec des gens qui avaient travaillé avec les Amérindiens et qui avaient suivi, si on veut, la tradition orale est encore présente maintenant, mais elle l'était encore dans les années 60, 70, 80. Et si je fais une parenthèse sur les Amérindiens, eh bien, pour eux, ça a toujours été un véhicule de valeurs morales. Et avec le conte, on expliquait les phénomènes naturels, surnaturels, l'origine et la raison d'être du monde. Tout passait à travers les contes. Et il y en a plusieurs parmi vous qui connaissent Joséphine Bacon, qui est née à Betty-Amite et qui a vécu dans un village amérindien pendant enfance et jeunesse, et qui me racontait qu'elle avait connu ces soirées où il y avait
il y avait un aîné qui se mettait à raconter des histoires. Et ils écoutaient, ça faisait partie là, de la vie. Et chose curieuse, c'est que dans les histoires, il y avait l'histoire du castor. Et le grand-père racontait que les castors faisaient des crises de nerfs, qui s'énervaient, qui faisaient et qui venaient comme fous, ils se levaient sur ses pattes, ils tapaient de la queue. Et eux, les enfants, ils se souviennent qu'ils étaient morts de rire quand le grand-père racontait ça. Parce que là, évidemment, il y avait le contexte et tout ça. Et chose curieuse, c'est que dans la vingtaine, Joséphine s'était retrouvée à Montréal dans un appartement, puis bon, elle était enceinte, et puis bon, les gens, sa communauté était venue la voir, puis ils trouvaient qu'elle s'ennuyait, ils se sont demandé ce qu'ils étaient pour faire, puis un jour, ils faisaient leur circuit de trapage, puis il y a un castor qui est à mort, puis ils se rendent compte que c'était une femelle, puis à côté, il y avait un petit castor. Là, ils ont eu une idée géniale, étant donné que Bébite, Joséphine s'ennuyait, Bébite, c'est son surnom, là, toujours appelé comme ça, Joséphine Bacon, s'ennuyait à Montréal, ils ont décidé d'y apporter un castor dans son appartement, pour pas qu'elle s'ennuie. Alors, écoutez, juste ça, en soi, c'est une histoire, parce que, bon, ça prend de l'eau, alors il se baignait, elle baignait le castor dans le bain. Alors, c'est toute une histoire. Il a fallu qu'elle trouve ce que ça mange. Puis là, c'est bien important de savoir, si jamais vous vous retrouvez avec un castor dans votre maison, un castor, ça mange des carottes. Ça ne mange pas de la laitue, des affaires comme ça. Retenez bien ça, c'est des carottes que ça prend. Et d'ailleurs, quand elle ouvrait le frigo, il revenait, puis il montait sur ses pattes, puis là, il demandait, il était content, il voulait ses carottes. Et enfin bref, l'histoire est continue parce que je l'ai même écrite. Elle fait partie d'un de mes livres qui s'appelle La baleine d'Aubert, qui est un des derniers que j'ai publié. Et je raconte cette épopée, je dirais. Enfin bref, vous savez, un castor, ça construit des barrages. Alors, des barrages dans un appartement, c'est curieux. Alors, chaque matin, se levait, puis dans le salon, il y avait un soulier, tu vois, des pantalons, une brosse à dents, il y avait, tu sais, et des fois, ben, ça, avec de l'eau, ben, des fois, c'était dans la toilette. Enfin, bref, c'était pas, tu sais, et chaque matin, Joséphine, ben, quand elle se levait, il fallait qu'elle défasse le barrage parce qu'elle avait besoin de ce qui était là. Et évidemment, son castor, auquel elle avait trouvé un prénom d'ailleurs, qu'elle appelait Fidèle. Alors, ça faisait Fidèle Castor. Il faut le faire quand même. Alors, Fidèle, qui voyait son barrage être démoli, faisait une crise. Et il se levait sur ses pattes de derrière, il tapait de la queue sur le plancher, et vraiment, il émettait des sons, il criait, et il faisait une crise de nerfs. Et c'est là que Joséphine s'est rendue compte que ce qui les faisait mourir de rire quand elle était enfant, finalement, c'était une connaissance profonde du comportement des animaux qui se retrouvaient à travers les histoires. Et, mais là aussi, hein, le conte, après, ça a beaucoup périclité. D'ailleurs, en 93, lorsque j'ai fondé le Festival de contes, évidemment, on a essayé de trouver des Amérindiens qui viennent raconter. Et écoutez, ça n'a à peu près jamais marché. Ceux qui étaient plus jeunes, qui auraient été capables de venir rencontrer un public, ils avaient oublié les histoires. Les Amérindiens, vous le connaissez de par leur histoire, ils ont été déconnectés de leurs racines. Ça vient parfois avec des bonnes intentions. Rappelez-vous, dans les années 50, on a mis l'éducation obligatoire pour tout le monde. C'est bien beau, c'est un bon principe, puis c'est vrai. Et on était convaincus à l'époque que pour que les Amérindiens se prennent en main, deviennent une société autonome qui vraiment dépend d'elle-même, ça reposait sur l'éducation. Bon, écoutez, la suite, je vous laisse l'histoire, vous savez. Donc, mais ça a créé une rupture avec l'identité, si on veut. Mais c'est la même histoire, si vous regardez un peu partout dans le monde, que j'observe.
C'est l'histoire d'à peu près tous les peuples aborigènes, si on veut, sur la planète. Enfin bref, je reviens au festival, trouver des conteurs. Alors, ceux qui venaient, ils faisaient plus des cérémonies qu'autre chose. Ils avaient perdu vraiment ce lien. Il fallait que les Amérindiens doivent, même encore maintenant, repartir à la quête de leur propre racine et de leur identité, de leur passé, de leur ancienneté, si on veut. Et donc, ça fonctionnait pas, là. C'était, on n'arrivait pas là, à créer ce lien avec les... et ceux qui auraient été capables, c'est ça que je voulais ajouter, et ceux qui auraient été capables de le faire, c'est-à-dire les aînés, les autres, là, venir devant un public, s'asseoir puis raconter, là, ça va pas, hein? C'était pas leur manière de faire. Ils faisaient ça dans la cuisine, autour avec les enfants, ils s'installaient et ils se mettaient à raconter. Mais eux autres, venir s'installer devant, et ça nous amène, hein, les enjeux du conte contemporain, c'est beaucoup ça, c'est qu'il a été, le conte lui-même a été comme un peu comme déraciné pour être transplanté dans un monde qui avait changé, qui avait évolué. Parce que si vous regardez le conte maintenant, même si c'est le conte pour enfants, c'est quelqu'un, on va faire ça dans une bibliothèque la plupart du temps, peu importe, ou pour les adultes, on va créer, on va aller dans des salles de spectacle. Le conte maintenant, on va aller devant et on va raconter. Donc, c'est vraiment, déjà là au départ, il y a une forme fondamentale de transformation du conte dans son concept contemporain. Alors, les vieux, ils ne voulaient pas venir. Et n'allez pas penser que c'est juste les Amérindiens qui étaient comme ça. On a tout fait pour essayer de retrouver des conteurs traditionnels québécois qui étaient dans Charlevoix, pas partout en fait, mais bon, on allait avec les contacts qu'on avait, puis essayer de convaincre un tel, écoutez, amenez-le, on va y trouver. À un moment donné, j'avais même inventé le concept des cuisines. On voulait faire des cuisines. Et allez. Bon, écoute, on va faire venir quelqu'un pour essayer on va s'installer, là, ça aurait été amusant, de s'installer, tu vois, j'ai quelque part dans la cuisine d'un tel, là, tu sais. Et c'est un conteur traditionnel, je ne sais pas, un tel qui va venir raconter, là. Oui, ça a été bien dur, ça non plus. C'est l'idée d'avoir, la simple idée d'avoir à venir comme ça, de manière officielle, raconter, ça... On n'a pas, là non plus, réussi à sortir, si on veut, les vrais vieux conteurs traditionnels de chez eux. Si jamais il y en a que ça intéresse, il y a, dans les années 70, un jésuite qui s'appelle le père Germain Lemieux, évidemment décédé aujourd'hui, qui a eu cette conscience du temps qui change et de la préciosité de ces porteurs de mémoire, de ces conteurs. Et lui était, il a pendant des décennies là, collecté des contes. On peut les avoir dans une collection de 32 livres qui s'appelle « Les vieux m'ont conté », qui a été édité au centre franco-ontarien de Sudbury. Et le père Lemieux, lui, dans sa tête, a beaucoup insisté. Alors, les contes qu'il a collectés viennent en deux versions, c'est-à-dire une version, comment on appellerait ça, euphonique, au son. Parce que lui, il trouvait ça important de conserver la manière de parler. Alors, il y avait... Écoutez, moi, j'ai essayé de lire ça. C'est fatigant, ça n'a pas de bon sens. C'est comme lire des textos aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui sont plus habitués. Moi, je n'étais pas capable. Mais lui, il trouvait ça important. Et il a fait une autre version qui, elle, était dans une pure langue française, là, vraiment très recherchée. Ça non plus, c'était pas... c'était pas plus... À la limite, pas plus facile à lire. Enfin, bref, une drôle d'affaire. Mais ça fait rien. Il a quand même fait 32 livres, il a collecté. Mais... il avait aussi conscience de la présence du conteur. Et il est parti avec, je vous ai parlé tout à l'heure, au début des années 70, l'apparition du magnétoscope,
la vidéo demi-pouce. Ça permettait à des gens avec quelque chose de relativement réduit. Aujourd'hui, ça nous ferait rire quand on pense qu'on peut faire un enregistrement avec un téléphone. Mais à l'époque, il y avait une caméra, puis, tu sais, magnétoscope. Mais il s'est équipé de ça et il a fait des enregistrements, de nombreux enregistrements avec des compteurs traditionnels franco-ontariens dans la région où il se déplaçait, là, dans la très grande région de Sudbury, là, disons. Et puis, il les a tous identifiés. Il a fait un travail énorme là-dessus. Et j'étais allé à Sudbury, j'avais regardé ça. Et c'était évidemment intéressant de voir ces gens-là raconter. Mais encore là, il n'y a plus grand-chose à voir avec le conte comme il s'est développé aujourd'hui dans nos manières de raconter. Enfin, bref, lui, il faisait ça pendant que pendant que on était occupé à oublier nos compteurs, je dirais. Mais tranquillement, pas vite, il y a quelque chose qui, comment dirais-je, qui vivait là, qui se dessinait, qui essayait de revivre, tiens, qu'on pourrait peut-être dire. De ce que j'ai su, aux États-Unis, je n'ai pas assez suivi. Je sais qu'en France, avec quelques pionniers dans les années 70, ça commençait à revivre. Si je me rappelle bien, j'ai mis une note quelque part. Lucien Gouron, en 79, parti à un premier festival de Chevilly-Larue, près de Paris. Donc, ça a commencé à revivre. Il a commencé à y avoir des événements. 85 à Grenoble, les Arts du récit. Ça a commencé à revivre. Au même moment, dans les années 85-86, faisant toujours partie, vous n'avez pas perdu de vue, étant toujours en contact avec des anthropologues qui avaient une sensibilité tout à fait particulière à l'oralité, avait entendu parler que les anglophones avaient un lieu de rencontre à Montréal, sur la rue Bernard, un endroit qui s'appelait la Petite Ricane. Et une fois par 2 semaines, ils se rassemblaient pour se raconter des histoires. On est allé voir ça, ça nous a bien plu. Et on a décidé de faire une soirée un peu sous la même formule, si on veut, au même endroit. Et on appelait ça les soirées de racontage. Il n'y avait aucune prétention là-dedans. C'était beaucoup, là, on racontait pour le plaisir, d'ailleurs. On n'était pas intéressé à ce qu'il y ait des conteurs professionnels qui viennent. On faisait ça vraiment pour le plaisir. Et je me souviens, Radio-Canada avait entendu parler de ça. Il y a quelqu'un qui était venu pour faire une entrevue et avait demandé pour faire une entrevue. Et pour vous donner une idée, on avait dit non. Alors, on comprend pas, on a compris après pourquoi, mais on a manqué de public. On était obligé d'arrêter. On a fait ça pendant 3 ans dans différents lieux à Montréal. Mais ça fait rien. Il reste, en tout cas pour moi, ça a vraiment déclenché le goût de raconter, si on veut. Ça m'amenait à continuer de chercher des histoires et à m'intéresser. Et ça m'a allumé, si on veut, sur le phénomène. On avait entendu parler qu'en France, il y avait même des festivals, qu'il y avait des conteurs qui gagnaient leur vie en racontant des histoires. Pour moi, c'était une abstraction totale. Comment est-ce qu'on peut faire pour gagner sa vie en racontant des histoires? Les politiciens peuvent faire ça, mais nous autres, tu sais, d'autres personnes, comment est-ce que c'est possible? C'est resté comme ça. Et au début des années 90, plus précisément en 91, j'entends parler d'un festival de contes qui a lieu à Grenoble, justement. Et ça avait lieu là, 2 semaines plus tard. Et puis là, ça pique ma curiosité quand même. Je vois un peu le programme, des conteurs qui viennent un peu partout dans le monde.
qui se rassemblent là pour raconter. Il y avait même un concours de conteurs et ça m'intriguait. Alors, écoutez, je change mon horaire, mon occupation, mon agenda, je libère un 10 jours, m'achète un billet d'avion, je vais là-bas, je m'installe à l'hôtel, là où logeaient les conteurs, et là, je fais une immersion. Du matin jusqu'au soir, parce que des conteurs, ça raconte même le matin au déjeuner jusque dans la nuit. Alors, et le matin, il allait dans des écoles. À l'époque, les écoles étaient liées à ça. Le soir, il y avait des spectacles. Enfin, bref, ça a été une immersion. J'ai entendu peut-être une quarantaine de conteurs durant la semaine, si ce n'est pas plus. Et finalement, j'ai participé au concours qui avait lieu j'ai gagné. J'ai gagné. Alors, évidemment, ça... Et mon prix m'a valu d'être invité l'année suivante, mais cette fois-là, à venir à travailler comme conteur. Et là, je savais ce qui m'attendait, parce que là, j'avais suivi les compteurs. Je savais que j'aurais des scolaires, des jeunes, des plus vieux, des spectacles avec d'autres compteurs, des collectifs, solo. Alors là, ça a été une année de travail, si on veut. Bref, c'est comme ça que je suis entré dans le métier et là, je me suis rendu compte beaucoup que je racontais mes propres histoires. Là, je me disais, bon, ce serait bien si je les écrivais. Alors, moi qui étais plutôt de l'audiovisuel, n'oubliez pas ça, hein, qui avait, tu vois, prêté serment, tu vois, puis qui voyait ça là, comme pour l'avenir. Là, j'ai sorti un premier livre, même mes plus proches, ceux qui me connaissent le plus, se demandaient c'était quoi cette affaire-là que j'écrive, parce que moi, c'était pas l'écriture. Enfin, bref. Et bon, ça a continué par la suite. Et 92, je travaillais en Europe beaucoup, ça marchait bien. Je me disais, mais voyons donc, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas chez nous. Et c'est là qu'est venue l'idée d'organiser un premier festival de contes en 93. Donc, ça a été... il y avait déjà des choses qui se passaient à Québec. Il y avait un événement qui s'appelait la Fête autour du conte, qui était beaucoup scolaire. Mais il y avait des événements le soir, tout ça. Mais on aurait dit, curieusement, que c'était comme si on n'était pas, collectivement, je ne sais pas, on n'était pas là, il n'y avait pas de réception, il n'y avait pas de réponse. Quand on faisait nos soirées de racontage, les gens venaient une fois et disaient « Ah oui, c'est intéressant », mais ils ne revenaient pas. Il y a quelque chose qui ne s'enclenchait pas. Et curieusement, au début des années 90, là, j'avais réfléchi pas mal à la fois où on avait dit non à la journaliste de Radio-Canada. Ça avait mûri pas mal. Et là, c'était rendu l'inverse. Je me suis dit, si on veut que ça vive, il faut qu'on en parle. Et au premier festival, pour vous donner une idée, j'avais un budget, j'ai réussi à décrocher un budget de 5 000 et là-dessus, j'en ai pris 3 pour engager un attaché de presse pour qu'il fasse son travail. Et ça a marché. Enfin bref, je ne ferai pas l'histoire du festival, mais l'événement s'est beaucoup développé, je vous dirais, dans les années 2007. C'est devenu bisannuel, c'était trop de travail à chaque année. 2007, 9, 11, on était, il y avait 130, 140 événements dans, je ne sais pas moins, une soixantaine de lieux différents, 25 villes différentes. On parle de 8, 9, 10 000 personnes qui suivaient. Donc, ça a connu un engouement. Là, c'était le contraire. On aurait dit que là, ça répondait vraiment à un besoin. J'accélère un peu, mais un besoin parce que, vous savez, le conte a ceci de très particulier, qu'il est un peu à contre-courant. C'est-à-dire qu'autant on est habitué à des déploiements de caméras, d'effets spéciaux, d'images qui durent 2 secondes, pas plus, et des montages extrêmement serrés, des changements, tout ce que vous voulez. Le conte est complètement à l'inverse de ça. C'est quelqu'un qui est devant, qui a relativement peu d'artifice et qui va raconter avec des mots
Et finalement, il y a quelque chose qui se produit, que j'ai comme, je sais pas, observé, si on veut, une espèce de déclic. Quand on voit quelqu'un qui parle, ben, qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas distrait par toutes sortes d'accessoires, on est obligé de prendre les mots et de faire travailler son imaginaire, de créer ses propres images. Parce qu'on n'a pas de fabriqué devant nous. Si on regarde la télévision, on n'imagine pas, on regarde. On est extérieur. Tandis que le conte a un effet contraire. Il va faire en sorte qu'on va créer intérieurement ses propres images. Et ça, pour moi, ça a toujours été, et c'est encore, à mon avis, la grande force du conte. Et d'ailleurs, bon, je trouve souvent que quand on théâtralise, parce que c'est beaucoup, si on apprend les textes par cœur, si on travaille des récits là, avec des metteurs en scène, puis avec le geste, moi j'ai toujours trouvé que c'était comme un travail qui était à contresens, si on veut, du fait que on distrait, on enlève cette magie qui peut se produire, de cette capacité qu'on a de créer nos propres images. Et ça, à mon avis, c'est appelé à rester et c'est le fondement, si on veut, du conte, que ce soit ancien ou contemporain. C'est un aspect qui devrait être primordial. Alors, qu'est-ce que je dirais ajouter là-dessus? Donc, j'ai commencé à aborder le sujet. Le conte a, depuis ce renouveau du conte, on a exploré dans toutes sortes de directions. On a essayé de théâtraliser. Beaucoup de comédiens, de gens de théâtre se sont intéressés en se disant « Voyons, moi j'ai été formé à la meilleure école, je suis capable de faire le conteur ». Là, des gens comme ça du théâtre qui sont venus, qui ont fait des spectacles, parce que pour eux autres, si tu mets une chaise en avant, c'est un spectacle de conteur. Mais c'est pas vrai. Moi, j'écoutais ça, c'était des textes appris par cœur, puis c'était joué comme si c'était... Et encore là, moi, je trouvais que la magie se faisait pas. On a fait appel à des musiciens quand c'était pas des orchestres. Encore là, je trouve que ça devient autre chose. Et souvent, évidemment, ils vont prendre des bons musiciens, on en vient écouter la musique, c'est pas compliqué. Je trouve que ça distrait. Ça enlève aussi de la spontanéité, parce qu'aussitôt que vous travaillez avec une autre personne, j'ai moi-même fait un spectacle avec Jocelyn Bérubé, à partir des récits, contes et maximes de Félix Leclerc. Et puis, aussitôt qu'on est deux, déjà, on est plus, et lui et moi, on était comme bloqués parce que l'autre attend le cue pour partir, pour faire sa part ou pour commencer, je ne sais pas moi. Donc, aussitôt qu'on travaille avec un musicien, dans la majorité des cas, on est comme bloqué dans cette structure. Ce qui fait que moi, j'ai toujours été un partisan du conteur qui vient seul et qui parle et qui, surtout, raconte. Parce que je sais que moi, j'avais fait l'expérience quand je suis venu pour écrire un premier livre. Il t'a dit, bon, ça marche bien quand je raconte, je vais transcrire ce que je raconte et je vais défendre que moi, je vais être proche de l'oralité. Bien, écoutez, j'ai été vraiment étonné parce que ça ne marchait pas. L'oralité, ce n'est pas de la littérature. C'est pas de la littérature. Il a fallu travailler ça, mais vraiment beaucoup, pour, même en restant proche de l'oralité, arriver à quelque chose qui était de l'écriture et non pas de l'oralité. Et donc, aussitôt qu'on arrive avec des textes, moi je trouve que ça diminue là l'effet. Et peut-être, parenthèse, là, il y avait
l'idée du festival interculturel. Pour moi, c'est un adjectif, si on veut, un qualificatif, je devrais dire, important, parce que le conte étant universel, intemporel, j'ai toujours trouvé que c'était une manière de faire connaissance, d'entrer en contact avec l'autre, que d'écouter ce qu'il avait à raconter. Et l'idée, dès le départ, a été d'essayer de trouver des gens de cultures différentes pour qu'ils nous fassent part, justement, de leur culture. Alors, au début, il n'y avait pas de budget au festival. Alors, l'idée, c'était, on a fait appel, si on veut, à Montréal, à différentes communautés culturelles. Il y en a, à l'époque, on parlait de 99 communautés culturelles différentes, juste à Montréal. Et on est parti avec l'idée de trouver des gens qui pourraient. Mais ça n'a pas marché, hein? Pas parce qu'il y a une communauté culturelle, ça veut dire qu'il y a un conteur qui est dedans. Donc, ça nous a amené à garder cette idée, mais à l'étendre, si on veut, dans toute la francophonie, en essayant de faire venir des conteurs d'Afrique, carrément, d'Europe, de différents pays, justement dans cette espèce d'idée de faire... Vous savez, il n'y a rien de possible si on ne connaît pas l'identité de l'autre, si on ne prend pas le temps d'écouter, de se parler. Et le conte, pour moi, a toujours été cet outil irremplaçable. Et comme je vous disais, il y a eu vraiment un engouement pendant une bonne vingtaine d'années, je dirais, de 93 jusqu'à 2010, quelque chose comme ça. Depuis, je constate, fin des années 60, une sorte, un peu un essoufflement, peut-être dû à une sorte d'accélération des modes de communication, hein, cellulaire et compagnie, une addiction, un asservissement à la bulle cybernétique et puis présence constante de l'image qui paralyse l'imaginaire, qui le faisait déjà, mais qui le fait encore plus. Alors, les enjeux actuels. Depuis les années 90, regain que les festivals, les genres, les modes d'expression. Mais le conte doit, à mon avis, toujours garder un lien avec la tradition, en s'appuyant sur ses racines, ses savoirs, ses connaissances ancestrales qui doivent être transmises. Mais par contre, il doit monter dans le train, si on veut, des modes de vie, des modes de communication changeants. Comment? Il faudra le trouver. Je pense qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui vont aborder le sujet, qui réfléchissent. Quand on pense que les contes sont rendus d'un jeu vidéo, c'est quand même intéressant de voir comment est-ce qu'on peut... si on disait, je suis sûr que la plupart qui manient les manettes, je ne suis pas un spécialiste, inutile de vous dire, mais si on leur disait, écoutez, là, ça c'est un conte qui date des contes de Grimm qui est là-dedans, ils diraient, mais ça va pas, non, ça va pas, ils se demanderaient de quoi vous leur parlez. Mais de là, à voir comment est-ce qu'il va se positionner. Je pense qu'il faut garder une visibilité médiatique parce que, comme je vous disais, au début des années 93, les gens se demandaient c'était quoi le conte. Il y en a encore beaucoup maintenant qui ne le savent pas. Je pense qu'il faut continuer de le diffuser, faire des festivals et être en lien avec d'autres festivals, favoriser, d'ailleurs, c'était un des objectifs dès 93, qui était favoriser l'émergence de conteurs. À l'époque, je dois vous dire qu'il y en avait très peu, et il y en avait, pour ainsi dire, pas qui gagnaient leur vie comme conteurs, comme musiciens, conteurs, oui, mais comme conteurs, il y en avait, pour ainsi dire, pas. Depuis, je peux vous dire que ça a beaucoup augmenté, et il y en a plusieurs qui font des carrières internationales et qui sont un peu partout sur la planète. Et ça, je pense que ça a été dans ce regain, ce mouvement qui a été enclenché, pas juste là, mais disons au début des années 90 principalement. Alors, dans le contexte actuel, ben, le conte a toujours été va rester un témoin de l'histoire. Il va puiser dans la grande aventure de l'humanité. Je pense qu'il faut aussi
et dans la manière d'élargir le conte, il a collecté dans la mémoire des aînés. Moi, c'était un peu ma spécialité, hein, parce que je suis un peu... moi, j'ai fait des ateliers d'initiation au conte à partir des récits de vie, des histoires de vie, qui était une tendance en Amérique, hein, parce qu'en allant aux États-Unis, les festivals, il y avait beaucoup de récits de vie. Moi-même, quand on faisait nos soirées de racontage, tout le monde, on avait beaucoup cette tendance à raconter des histoires réelles, des histoires de vie, souvent des personnages. Et moi, j'avais une hypothèse qui était celle que, étant donné qu'on est des gens qui viennent de plusieurs traditions qui sont implantées dans les Amériques, les gens sont venus avec leur culture, mais elle n'était pas commune. Et on a, étant donné que c'était des gens qui ont été appelés à bâtir un continent, je dirais, eh bien, ils ont pris beaucoup appui sur des modèles de bâtisseurs, de gens plus grands que nature, de gens qui étaient capables de traverser les montagnes, puis de couper les arbres, de construire, de bâtir. C'est une image que je donne, mais on a beaucoup pris appui sur des personnages. Et même moi, ce que je racontais, c'était ce que vous retrouvez dans mes livres, d'ailleurs, c'est beaucoup des personnages de mon enfance, des oncles qui bûchaient. Je suis allé même bûcher avec eux autres. Et c'était ces personnages-là, moi, qui me hantaient. Après, j'ai fait des collectes auprès d'aînés pour qu'ils nous racontent. Écoutez, j'ai rencontré des gens qui ont colonisé le Québec, là, dans la région de Trois-Pistoles, dans les rangs derrière, qui s'en allaient vers les Appalaches, des gens qui partaient avec leur hache, puis qui rentraient, puis qui commençaient à dégager un coin. C'était des histoires absolument magnifiques, là. J'ai beaucoup écrit de ces histoires-là dans mes livres, mais moi, c'était important, cette espèce de prolongement de la mémoire, mais souvent des petites gens, de ceux dont on n'entendra jamais parler. Je passe parce que c'est prévu que je vous raconte un petit quelque chose avant, si je ne veux pas retarder toute la journée. Alors, en conclusion, je voudrais peut-être... bon, je sais que jusque-là, j'ai parlé. Vous permettez, je vais vous lire juste un petit paragraphe de Jocelyn Bérubé, qui avait déjà un peu ces préoccupations-là. Il dit « Le conte, pour continuer encore sa quête millénaire, doit être, à mon avis, un chemin d'engagement et de combat. Engagement social, combat pour un monde meilleur, terrain de réflexion sur le monde, miroir de son temps. Le conte doit être création et invention sur le monde, tout en gardant en mémoire les œuvres fabuleuses du passé, car elles sont repères et garantes de l'avenir. Les nouvelles générations de conteurs se pencheront, je l'espère, sur leur histoire commune comme sur la grande, histoire des peuples et du conte lui-même. Ils sauront connaître les répertoires anciens, ceux de leur terroir comme ceux des grandes cultures ayant façonné l'humanité. Ils doivent redevenir des passeurs, des porteurs de mémoire, des phares de savoir éclairant nos nuits intérieures, des repères de sagesse et de vie meilleure, des êtres de réflexion et pourquoi pas d'exception. Je sais, c'est beaucoup demandé et je devrais le souhaiter à moi-même et d'abord le souhaiter à moi-même et à mes contemporains. C'est Jocelyn Bérubé, témoin du temps, observateur du présent, le conte. Voilà. Alors, pour terminer, on m'avait demandé de vous raconter quelque chose. Je vais vous raconter un conte fondateur pour moi, et c'est le conte que j'ai raconté à Grenoble en 91. Il est 5h30 du matin. Oui, je me rappelle, je venais juste d'avoir 9 ans. Je me suis réveillé parce que j'ai entendu du bruit dans la cuisine, un bruit de métal, un rond de poêle. Mais j'étais dans mon lit, et vous savez comment c'est, quand il fait chaud, on ne veut pas se lever. Mais on aurait dit qu'il se préparait quelque chose dans la cuisine, et je ne savais pas quoi. J'ai décidé de me lever, mais je me suis presque gelé les pieds en les mettant sur le plancher.
J'ai relevé le col de mon pyjama que ma mère m'avait fait. J'ai descendu l'escalier. Les marches craquaient tellement il avait fait froid durant la nuit. Quand je suis arrivé en bas, j'ai regardé dehors, il faisait noir. Même les étoiles avaient l'air gelées. Quand je suis arrivé dans la cuisine, ben, c'était mon père qui était là. Père, qu'est-ce que tu fais là? À cette heure-là? Oh, je vais aller faire un tour dans le bois, je vais aller poser des pièges. C'est parce qu'il faut que je vous dise que moi, quand j'étais petit, on n'était pas bien riche chez nous. Ce qui fait que mon père, le samedi, il partait. Il allait dans le bois, il posait des pièges pour essayer d'attraper des lièvres, des perdrix, pour qu'on ait un peu plus de quoi manger. Père, j'aimerais ça y aller avec toi, amène-moi. Non, non, non. Voyons donc. Et il a fait froid sans bon sens, ça se peut qu'on ait de la neige. T'es rendu bien trop grand, je ne pourrais pas te porter, je pars pour toute la journée, Non, 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 tu restes ici, les autres vont se lever, ça va se réchauffer, j'ai mis du bois dans le poêle. Père, j'aimerais ça y aller. Amène-moi. Je vais te suivre partout. Alors, c'était bien important que je dise ça, parce que lui, quand il allait dans le bois, il faisait des petits pas, mais vite. Il allait à toute vitesse d'une place à l'autre. Il courait même quand il n'était pas pressé, comme un écureuil. Toute la journée, tu vas me suivre, pas un mot. Promis, juré. Du linge chaud, de quoi manger, nous voilà partis. C'était des journées extraordinaires. On s'enfonçait dans les forêts et on rencontrait personne. J'aimais ça être avec lui, ça paraissait qu'il était heureux. Là, il se rapprochait des arbres qui étaient là, ceux-là plutôt que les autres. Demandez-moi pas pourquoi, parce que pour moi, ils étaient tous pareils, mais pas pour lui. Il se penchait, cassait 3-4 petites branches, il installait son piège, qu'il installait pour essayer d'attraper des lièvres, des perdrix, enfin bref, lui, ça dépendait. Et puis moi, je le regardais faire. Il était bon là-dedans, lui, il avait appris ça de son père. Et vous savez, quand on est petit, on ne se rend pas compte que ce sont ces moments-là qui vont nous habiter toute notre vie après. Il ne parlait pas beaucoup. Mais il ne parlait pas beaucoup. Mais cette fois-là, il m'a raconté une histoire abracadabrante. Il m'a dit, tu vois l'arbre là-bas? Ben, tu vois, le lièvre va arriver, il va tourner, il va sauter par-dessus la roche qui est là, puis il va venir direct dans mon piège. Et mon père savait tout. Tout ce qui se passait dans le bois, il savait. Il m'avait dit ça un peu comme s'il me consultait. Je suis allé voir l'arbre, la roche, l'alignement avec le piège, penser comme il faut. Je suis revenu à côté de lui, j'ai dit, ouais, pour moi, c'est ça qui va se passer. Mais le plus incroyable, c'est qu'il en prenait. Rendu au soir, on avait bien 3 lièvres, 2 perdrix. On rentrait, le cœur léger. Et on avait hâte d'arriver, montrer à ma mère ce qu'on avait pris. On marchait d'un bon pas quand, tout d'un coup, mon père s'arrête. Net. Il regarde dans une direction, puis voyons donc, comment ça se fait que j'ai jamais remarqué ce chemin-là, pourtant, c'est pas la première fois que je passe par ici. Et vous savez, à l'automne, quand les feuilles sont tombées, on voit plus loin dans la forêt. Hein? Et finalement, il a décidé d'y aller. Ah ben, moi je peux vous dire, rien qu'une affaire, hein, j'aurais été bien plus content de rentrer. J'étais assez fatigué, je me traînais. J'avais promis, j'ai suivi. On s'est mis à marcher là-dedans. Ah ben, c'était bien plus une ouverture dans la forêt qu'un chemin. Il y avait des branchages, il fallait lever les jambes comme ça. Avec les bras, il fallait enlever d'autres branches. Puis on voyait bien qu'il y avait quelque chose à l'autre bout. Mais quoi? Marche, puis marche. Moi, j'ai eu l'impression, on aurait dit des poissons qui sautaient au-dessus de l'eau, mais à ce temps-là de l'année, les poissons ne sautent pas. Je le savais, c'était pas ça. Marche. Plus ça allait, moins on comprenait. Même mon père, qui n'en était pas sa première fois, ne savait pas ce qu'il y avait là. Hey, quand on est arrivé là, ah ben, on n'en revenait pas. On n'avait jamais vu une affaire comme ça. Il y avait là un lac gelé avec quelque chose comme 200 à 250 canards, les pattes prises dans la glace. Ça, c'est bien rare que ça arrive. Ça arrive quand les canards sont dérangés la veille et qu'ils sont obligés de voler. Je vous le dis tout de suite, les canards, ça ne vole pas quand il fait noir. Mais s'il faut qu'ils se posent, il faut qu'ils se posent au plus vite. Mais si tout ce qu'ils trouvent, c'est un lac trop petit pour eux autres,
et que si, en plein milieu de la nuit, il y a un gros changement de température, genre 20 degrés en 1 heure, comme on a des fois, ben là, la glace prend, puis les canards ne peuvent plus lever. C'est ça qu'on avait devant nous. Mon père a tout de suite sorti sa hache. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est pas ça, il est parti d'un côté, il s'est mis à briser la glace. Père, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, sors ton couteau puis brise la glace de l'autre côté. J'ai dit, quoi? Sors ton couteau puis brise la glace de l'autre côté. Dépêche-toi, il faut libérer les canards au plus vite. Pars de mon côté, fais le tour. Rendu de l'autre côté, il me dit, va au milieu. Comment? Va au milieu. Lui, il finit de casser la glace en faisant bien attention de ne pas tomber dans l'eau parce que c'était là que c'était le plus dangereux. Puis après, il est venu me rejoindre bien là, loin. Les canards étaient tellement affolés, battaient tellement des ailes que la plaque s'est mise à vibrer. Nous, on pensait qu'on était en train de devenir fou quand tout d'un coup, on a entendu un grand... Puis là, ça a monté, cette affaire-là, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Première des choses qu'on a su, on était rendu dans le ciel. Et là, c'était fabuleux parce qu'on voyait tout au travers de la plaque, comme au travers d'une vitre. Et les animaux qui partaient à courir dans toutes les directions, quand tout d'un coup, on a entendu « wout, wout ». Là, il y a des oies blanches qui sont arrivées. Là, les canards leur ont répondu. Nous autres, on ne s'est pas mêlés de ça. On a continué. Là, tout d'un coup, plus rien. C'est juste quand je me suis retourné. Là, tout est revenu. Je me suis retourné. Je me suis rendu compte qu'on venait de traverser un nuage. Mais hey, c'est bien beau tout ça, là. Le vent, le soleil, là. Mais la plaque, hein, qu'est-ce qui arrivait avec? Elle fondait. Puis là, il y a toujours 3 ou 4 canards qui partaient d'un côté, 3 ou 4 de l'autre. Puis là, on s'est mis à aller d'un côté, puis de l'autre. J'ai écoutez, je ne vais quand même pas vous raconter n'importe quoi. Vous savez bien, vous autres, qu'une plaque de glace, ça ne vole pas comme ça tout seul dans le ciel. Ça prend des canards pour tenir ça. Il y en avait de moins en moins. On s'est mis à aller d'un côté, puis de l'autre, je me suis dit, ça va s'écraser, ça n'a pas de bon sens. Quand on a aperçu au loin, vous ne savez pas quoi? La maison chez nous. Là, j'ai entendu mon père dire, pourvu qu'on se rende, aide les canards. Aide les canards. On a tourné les coups vers la maison. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait pour les aider à voler dans cette direction-là. Bon, on est arrivé juste en arrière de la maison. On a fait un atterrissage en catastrophe. La plaque s'est éclatée en 1000 morceaux. Les canards sont partis en toutes les directions. Mon père et moi, on a fait chacun 4-5 tours dans la terre. On s'est relevé. On avait de la terre partout. On a retrouvé nos lièvres puis nos perdrix. Mais là, avec 3 choux puis 2 carottes qui avaient été oubliées dans le jardin. On a tout ramassé ça. On est allé rejoindre ma mère. On s'est fait un beau grand souper. Tout le monde ensemble. On était contents, ça nous faisait de quoi manger. Et puis on leur a raconté notre histoire, puis quand on avait fini, il fallait recommencer, puis quand on avait fini, il fallait recommencer encore, parce qu'ils n'en revenaient pas de ce qui nous était arrivé, ils étaient comme vous autres. Mais moi, je peux vous dire une chose, la source de tous mes souvenirs est là. Après ça, il a toujours fallu que je retourne dans le bois. Et surtout, il a toujours fallu que je raconte des histoires.